Aujourd'hui, c'est en grande partie de foot dont on va parler. À quel point ce sport peut-il changer la vie ? Vivre de cette passion, est-ce vraiment possible ? Quelles sont les chances de l'équipe de France pour l'Euro 2020 ? Je suis Mélik Menasser, mon invité du jour est Pierre Ménès. Bonjour Pierre. Salut Mélik. Alors, est-ce que tu peux procéder un petit peu comme tout le monde ? Si tu devais te présenter, que dirais-tu de toi ? À quel niveau professionnel ? Tout. Je dirais que je suis un survivant passionné. Ce qui reste un peu vague par rapport à ce que je fais, parce que évidemment il n'y a pas la connotation football dans ce que je viens de dire, mais c'est un peu comme ça que je me perçois, ouais, un survivant, parce que j'en suis un, hein. Et puis passionné parce que j'en suis un aussi. Tu peux nous parler de ton parcours ? Le petit jeune qui grandit à Paris, qui bosse au Club Med ensuite. C'est ça, oui. Donc je suis né rue de Marignan, pour ceux qui connaissent le restaurant à l'Avenue en face. C'est une clinique qui n'est plus une maternité, maintenant c'est une clinique qui fait des nichons. On a dû s'arrêter derrière moi, ils ont dû dire qu'ils n'auraient pas mieux. Donc enfance jusqu'à 10 ans dans le 9e arrondissement, en fait pas très loin d'ici. Et puis mon père a racheté un cabinet d'assurance en Seine-et-Marne, donc on est parti vivre en Seine-et-Marne. Seine-et-Marne que j'ai quitté il y a 8 ans maintenant. En quittant ma femme d'ailleurs, puisque en fait j'habitais avec ma femme dans la rue où mes parents habitaient. Et puis professionnellement, je suis rentré à l'équipe à 21 ans, j'en suis parti à 42, en étant grand reporter dernier échelon. Je suis parti en fait pour arrêter le journalisme, en fait, hein, pour devenir dirigeant du Stade de Reims, et puis en fait... Un ras-le-bol ? Envie d'être juge et envie d'être parti plus juge, envie de voir le football d'un autre côté. Et puis 2 mois après avoir commencé à Reims, j'ai commencé 100% foot avec M6. Et puis il faut dire ce qui est, 100% foot, c'est beaucoup mieux passé que le Stade de Reims. Donc j'ai arrêté le Stade de Reims au bout d'1 an. En fait j'ai été viré, hein, faut appeler un chat un chat. Mais de toute façon j'aurais pas pu continuer parce que l'émission avait pris une telle ampleur, j'aurais pas pu continuer à faire les deux. Et j'aurais choisi M6. Tu te retrouves à 100% mag, pardon, à 100% foot, pardon. 100% foot. Et ça va durer, je sais plus si c'est 7 ou 4 ans. Et puis après, Canal est venu me chercher. T'as eu ton je suis à Canal depuis 10 ans. T'as eu ton petit passage chez Fogiel que tu omets volontairement ? Bon, parce qu'il était tout petit et très désagréable, très désagréable parce que les engagements qu'il a pris pour que je fasse partie de son émission n'ont jamais été tenus, qu'il n'y avait aucune générosité de sa part, il fallait surtout pas déborder du petit cadre qui t'était imparti, et moi je suis pas du tout comme ça, donc. Et moi quand je suis pas heureux quelque part, je m'en vais. Tu fonctionnes beaucoup à l'affect ? Beaucoup. Uniquement. Aujourd'hui, bientôt 3 ans de ma greffe, hein, on est dans 10 jours. En 10 jours, ça fera 3 ans que j'ai été greffé. Depuis 3 ans, j'ai un rapport complètement différent avec Canal+, parce que j'ai la reconnaissance de leur attitude pendant ma maladie, le fait qu'ils ne m'aient jamais laissé tomber, qu'ils m'aient passé en CDI pour que je sois mieux protégé au niveau médical. On dit tellement de saloperies sur Canal depuis que Bolloré en est le patron que moi j'aime bien faire entendre ma voix et dire que le comportement de ces gens-là n'est pas du tout comme on le dit. En tout cas avec moi. Cette période du Stade de Reims, on a l'impression que tu l'as vécu pas de la mauvaise manière, mais t'es resté un petit peu sur ta faim en fait. Ah bah oui, complètement. Oui. J'avais fait une interview après avoir quitté le club en disant beaucoup de gens ont dit que je faisais rien au Stade de Reims, c'était vrai. Et c'est vrai, je faisais rien parce qu'on m'a rien laissé faire. Ah ouais. On m'a rien laissé faire. Il y avait le directeur du club, le directeur général du club à l'époque, Olivier Létang, qui est le président du Stade Rennais aujourd'hui, avec qui je m'entendais pas bien du tout à l'époque, qui avait dit « Je n'ai jamais souvenir d'avoir vu Pierre Ménès travailler au siège du club ».
Ce à quoi je lui avais répondu, c'est un peu normal, j'avais pas de chaise, pas de bureau, pas de ligne de téléphone, pas d'ordinateur. Moi, quand je suis pas bienvenu quelque part, je ne viens pas. Voilà, ça a été une belle expérience par rapport aux joueurs. Des joueurs avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Et déjà, je me souviens un jour, Michel Platini m'a dit, alors, maintenant que t'es passé de l'autre côté, ça t'a appris l'humilité? Et je lui dis non, parce que je me suis aperçu que ça pourrait être beaucoup plus simple que ça ne l'est, si les gens faisaient pas tout pour que ce soit très compliqué, très nébuleux, très politique. Donc non, en fait, pas du tout. Cette expérience m'a pas rendu humble du tout. Même au contraire, montré à quel point il y avait un niveau d'incompétence au niveau des dirigeants. Une déception de voir finalement peut-être le vrai visage? Non, parce que chaque club est différent, puis je peux pas être déçu vu la carrière que j'ai eue depuis. Hein, je veux dire, c'est grâce au Stade de Reims que j'ai eu le courage de quitter l'équipe, où j'étais depuis 21 ans, où j'avais 21 ans d'ancienneté, ce qui représente forcément une somme, et j'ai eu les couilles de me lancer dans une autre aventure, et c'est en ayant les couilles d'avoir eu cette aventure que j'ai pu rebondir ailleurs, donc non, pas de regret. On a l'impression, en lisant ton livre dont on va parler, que tu n'étais pas si heureux que ça à l'équipe, que finalement ta voix n'était pas tant entendue qu'elle aurait dû, en tout cas. Bah, je suis parti de tout en bas à l'équipe, hein. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'étais à peine au-dessus de la femme de ménage, hein. Je pense même qu'on parlait plus aimablement à la femme de ménage. Moi, j'ai appris mon métier sur le tas, j'ai pris des coups, j'ai pris énormément de coups. Et puis c'est pas tant que j'étais pas à l'aise à l'équipe. En fait, j'étais très jalousé parce que moi j'ai une particularité, je ne supporte pas de travailler en open space. Je trouve que c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Donc du jour où la rubrique foot de l'équipe est passée en open space, j'ai quasiment plus mis les pieds. Alors c'était plus facile pour moi qui suivait Arsenal et qui passait donc à peu près 10 jours par mois à Londres, et puis qui suivait l'équipe de France, et puis j'ai eu des chefs compréhensifs, d'autres moins, d'autres intelligents, d'autres complètement cons. Mais ce que j'aime pas surtout, c'est ce qu'est devenu l'équipe aujourd'hui. Je ne me reconnais plus du tout dans le journal où j'ai travaillé il y a 15 ans. Ça me déplaît profondément, mais quand je les attaque dans les réseaux, ça me fait pas plaisir, ça me fait de la peine, ça me fait de la peine de voir que ce journal a perdu de sa crédibilité. Qu'est-ce qui a changé ? Une politique globalement centrée sur le sensationnel, ce qu'on appelle les articles putaclic. À mon sens, une politique anti-Paris Saint-Germain totalement dénuée de tout sens. Voilà, c'est-à-dire quand on sait pas quoi foutre, on va dire de la merde sur le PSG, ça fera toujours vendre. Et je trouve que c'est pas du journalisme, ça. Toi, le Titi parisien, ton premier match en tant que spectateur, en tout cas au Parc des Princes, le 30 novembre 1977, pour un PSG Bastia, c'est quoi ? C'est une révélation à ce moment-là ? Non, c'est pas une révélation, c'est un grand plaisir. En plus, c'était un super match, 3 partout, 2 buts de Carlos Bianchi, 2 buts de Johnny Rep. Non, c'était un moment très sympa. Une révélation, non. Non, puisque la passion du foot, je l'avais déjà, mais... Tu l'as pratiqué toute ton enfance. Le foot, c'est mieux. Non, j'ai pas pratiqué le foot. Dans mon enfance, je pratiquais l'escrime. Et c'est après ma fracture du fémur, aussi paradoxal que ça puisse paraître, que je me suis un peu plus mis au foot. J'ai jamais été un grand pratiquant, moi. Tu aurais voulu être pro, en tout cas tu as eu ce rêve à un moment donné, ou pas du tout, parce que tu pensais que tu n'avais pas les capacités ou le niveau? De toute façon, je n'avais pas les capacités parce que j'avais eu le fémur sectionné à 15 ans, donc tu peux pas derrière, avec les problèmes de poids qu'il y a aussi, quoi. Donc par défaut ou par choix, tu deviens journaliste? Je cherchais un moyen d'être dans le foot. Il m'a semblé à ce moment-là que c'était le journalisme qui pouvait le mieux me le permettre, mais moi j'ai jamais eu
J'ai jamais eu un orgasme en regardant ma carte de presse sur ma table de nuit. Moi, ça a toujours été un moyen d'être dans le milieu du foot. Tu as fait quoi exactement, justement, dans ce milieu du foot, en tant que journaliste pendant... Alors, est-ce que tu étais journaliste pendant les 8 premières années où tu étais à l'équipe ou... J'avais ma carte de presse. Directement, tu avais ta carte de presse. Pendant ces 21 ans où tu suis Arsenal, tu suis l'équipe de France, tu es quand même dans une position privilégiée quand même par rapport à beaucoup. T'en retires quoi? Il y a des choses que tu ne nous as pas dites. C'est-à-dire? Dans le livre, on voit il y a des longs passages sur. C'est un dictionnaire, c'est pas mes mémoires. Hein. Ça, ce sera le prochain. C'est-à-dire que j'ai toujours eu ce style un petit peu particulier de ne jamais rien m'interdire en termes de sympathie avec les joueurs, c'est-à-dire qu'avec des joueurs avec qui je suis devenu pote et d'autres avec qui je suis devenu pas pote. Et je les choisissais pas au niveau, sinon je suis pas plus con qu'un autre, je serais devenu ami avec Zidane. Hein. Mais voilà, nos personnalités se mariaient pas bien ensemble, alors qu'avec Robert Pires, avec Patrick Vieira, avec Thierry Henry, oui. Donc évidemment, comme je suivais Arsenal, j'avais des rapports très privilégiés avec eux. Et en fait, dès que j'avais besoin, ils me parlaient. Donc, si tu veux, on m'a aussi souvent reproché ma connivence. Je dis oui, il y a de la connivence, mais ma connivence, elle est au service du journal. Il s'est passé quoi avec Zidane? Parce que on sent que d'un côté, tu l'apprécies en tant que joueur, mais peut-être pas en tant qu'homme. C'est ça. T'as tout dit. Tu peux pas en dire plus? Voilà quoi. J'ai trouvé qu'il avait été absous de tout, toujours, notamment de son coup de boule en finale de la Coupe du Monde, alors que si ça avait été n'importe quel autre joueur de l'équipe de France, il aurait été obligé de quitter le pays. Voilà, moi je n'ai jamais fait partie de la Zizou-mania, hein, même quand il était joueur, donc voilà, donc j'imagine que ça n'a pas dû lui plaire que je sois pas à ses pieds comme le reste du troupeau. Et voilà, il a du caractère, moi aussi, voilà. Mais enfin, maintenant, ça fait... Zidane, ça fait 13 ans qu'on ne s'est pas parlé, quoi. Et je m'en porte pas plus mal. Donc, tu viens de publier Mon dictionnaire engagé du football, chez Plomb. C'est plus qu'un dictionnaire, c'est aussi riche d'anecdotes. Et particulièrement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as suivi Arsenal, on sent tes sentiments envers des joueurs comme Thierry Henry, Vieira, Pires, et tu leur donnes beaucoup plus de place qu'à certaines personnes. Oui, c'est en fait au départ, Plomb m'avait demandé de faire un dictionnaire amoureux du football, cette collection extrêmement prestigieuse de chez Plomb où il y a le judaïsme, le polar, le festival de Cannes, les impressionnistes, voilà. Donc j'ai commencé à écrire ce dictionnaire en étant vraiment, je dirais, dans le respect de cette collection. Et puis j'ai envoyé le manuscrit, et puis Plomb m'a dit c'est très bien, mais c'est pas Pierrot. J'ai dit non, c'est pas Pierrot, c'est un dictionnaire amoureux. Ah ouais, mais nous on voudrait un dictionnaire de Pierrot. Donc en fait j'ai tout repris. En fait je l'ai pas écrit, j'exagérerais si je disais que je l'avais écrit 2 fois, mais 1 fois et demie, oui. Donc effectivement il y a plus de moi que ce qu'il y aurait eu si ça avait été un dictionnaire amoureux. Oui, Plomb est venu chercher Pierre Ménès, ils sont pas venus chercher quelqu'un d'autre. Voilà, mais ça c'était pas clair au début malheureusement. D'ailleurs c'est un positionnement de leur part, parce que quand on voit la 4e de couve, te décrivent quand même comme une personne qui ne peut s'empêcher de dire ce qu'il pense et parfois d'en rajouter un peu pour attiser le débat. Alors forcément, il ne laisse personne indifférent. Ouais, mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Je ne surjoue jamais. Je ne mens jamais. Tout ce que je dis, je le pense vraiment du plus profond de mon cœur. Il est évident, j'ai un moment très précis en tête, c'est que je suis capable, et ça les gens ne le comprennent pas forcément, je suis capable de faire sacrifice, d'aller au sacrifice pour le bien de l'émission.
Je ne sais pas à quel point tu es passionné de football. J'ai pratiqué depuis l'âge de 5 ans. D'accord, donc tu te souviens de Marseille-PSG l'année dernière où Rabiot et Mbappé sont sanctionnés. Arrivent en retard et sont sanctionnés et commencent le match sur le banc. Et j'ai tout de suite senti sur le plateau que tout le monde trouvait ça normal, vachement bien. Et moi, je me suis mis un peu dans l'idée, mais je le pensais aussi, de me dire, ouais, c'est bien, mais enfin, c'est quand même le match le plus important de la saison pour les supporters du PSG. Si tu te fais tréfler alors que t'as mis Rabiot et surtout Mbappé sur le banc, falloir justifier derrière, tu vois. Je me disais, il y a peut-être un moyen de les sanctionner différemment, tu vois. Et j'ai sorti une opposition totale autour de la table et tout ça. Et là, ouais, j'ai forcé le trait parce que je sentais que ça faisait de la bonne télé. Les mecs en face montaient un petit peu dans les tours. Moi, je monte très facilement dans les tours et je le fais très bien aussi. Et voilà. Et du coup, j'ai peut-être donné l'impression d'être plus contre cette décision de Tourelle que je l'étais vraiment. Mais c'est pour le bien de l'émission. Tu vois, comme parfois pour le bien de l'émission, quand il y a deux intervenants qui ont dit ce que je pensais, ben je dis rien, je veux pas parler pour parler, quoi. Oui, on rentre aussi dans un personnage où on est un peu dans la provocation. Non, c'est pas dans la provocation, c'est pas de la provocation. Ça a pu le devenir au fil de la discussion, mais c'était pas le but premier. Le but premier, c'est de faire une bonne émission. Tu vois, hier soir, on avait le Cannes Football Club, on n'a pas eu de match puisque Monaco était là, on a fait presque 1,2 million. 100 matchs, c'est énorme. Et c'est une belle récompense, parce que ça veut dire que l'émission, elle est bien. Et moi, c'est ça qui m'importe. Les gens, le jour où les gens qui pensent tous que j'ai un ego surdimensionné parce que j'ai une grande gueule, alors que ça n'a rien à voir. On peut avoir une très grande gueule et pas forcément avoir un gros ego. Moi, j'ai pas d'ego. Moi, ce qui compte, c'est que ce que je fais, ça marche. Voilà, donc moi, quand je vois on a eu une émission avec un invité remarquable, Paolo Sousa, enfin qui parle pas non plus c'est pas le français de Molière, il parle très très bien pour un Portugais qui est là depuis 1 an, c'est formidable, mais c'était intéressant, c'était riche et voir la sanction du score, qui est pas toujours d'ailleurs la panacée, c'est pas des émissions de merde qui font des scores inouïs, mais quand tu fais une bonne émission et que tu fais un bon score, t'es content. Ouais. Comment tu fais la sélection des mots ou des noms? Parce que j'en ai compté 101 au total. Ouais. Et je me suis dit, mais il en manque aussi. Mais bien sûr qu'il en manque. Et bien sûr qu'il en manque. Je suis meurtri. J'ai oublié la Juve, j'ai oublié Ronaldinho, j'ai oublié Samuel Eto'o, qui est un vrai ami. Mais à un moment donné, quand t'es dedans, t'as la tête dans le sac. Il aurait fallu, effectivement, peut-être que je demande à quelqu'un de voir, il m'aurait peut-être dit, mais Pierrot, il n'y a pas la Juve, quoi, tu vois. En même temps, peut-être que... Tu l'évoques, quand même, tu l'évoques souvent. Oui, évidemment, la Juve, quand on parle de Deschamps, ça revient forcément. Quand je parle du Barça, je parle d'Eto'o, mais voilà. C'est pour ça que je suis content que mon prochain livre soit plus personnel, ouais. Parce que là, évidemment, il y aura un gros chapitre sur Samuel. C'est un choix de ne pas terminer par Zidane, de choisir zone libre Non, c'est une zone mixte, pardon. Non, pas du tout. C'est une demande de l'éditeur de zone mixte. D'accord. Voilà. Et ça, je trouve ça sympa dans ces mots, dans ce dictionnaire, c'est d'avoir, je m'envoie des fleurs un peu, c'est d'avoir rajouté un petit peu ces petits trucs là, tu vois, genre zone mixte, presse, et peut-être des choses que d'autres personnes qui auraient écrit le même livre n'auraient pas mises, et qui donnent peut-être un autre éclairage à ce milieu. Par contre, dans le dictionnaire, parce qu'un dictionnaire, normalement, ça va de A à Z, il manque le Q, il manque le U, il manque le I. Alors, qui, parce que ça fait vraiment ça, qui il manque réellement dans ce dictionnaire, hormis Samuel Eto'o, Ronaldinho, la Juve? En fait, c'est une sorte de jeu de mots pourri, ouais. Ce que je viens de faire. C'était pour dire que... Tu veux dire que mon dictionnaire manque de cul? Alors, si on veut, quoique... Tu parles de Zaya, tu parles de Ribéry, tu parles de certaines choses avec Benzema également. Non, je disais juste que il manque les lettres. Ah oui, I, ouais, Q. Ouais, voilà, mais enfin c'est pas l'encyclopédie universaliste non plus, quoi. C'est engagé, donc. Totalement. Justement, en quoi t'es engagé? Au niveau foot.
Je suis engagé pour une certaine idée du football. Moi, le truc, résultat à tout prix, c'est pas mon truc. C'est pour ça que je me suis un petit peu heurté avec pas mal de gens après la victoire de la France à la Coupe du Monde, parce que je dis... La dernière ? Ouais, je dis ouais, ok, on a gagné, c'est formidable, on a marqué des buts, c'est formidable, mais au niveau foot, je suis désolé, on n'a pas kiffé, quoi. Mais visiblement, j'étais un traître à la nation de dire ça, quoi, tu vois, mais c'est pas grave, je le pense, donc je le dis. Et c'est marrant parce que quand il y a eu le 2-2 du PSG au Real Madrid, j'ai dit mais alors on fait quoi ? On fait comme avec Deschamps, on dit ils ont fait 2-2 à Madrid, c'est formidable. Ou on dit ouais mais ils se sont fait manger tout le match. Les deux sont vrais, hein. Les deux sont vrais. Mais sur Deschamps, on dit on a dit voilà, Deschamps encore une fois, il a raison, il a fini premier de sa poule. Déjà t'as envie de dire quelle poule ? T'as envie de leur dire t'as pas gagné un match contre la Turquie. Moi, je finis ce tour éliminatoire de l'Euro avec moins de certitude qu'avant, quoi. T'as vu le tirage au sort, le groupe de l'équipe de France, donc entre l'Allemagne, le Portugal... Les deux derniers champions du monde et le dernier champion d'Europe dans le même groupe, ouais. Quelle chance à la France ? Oh, toutes ses chances. Toutes ses chances. Je pense que si la France n'est pas contente de tomber contre le Portugal et l'Allemagne, je pense que l'Allemagne et le Portugal sont pas super contents d'avoir la France dans leur poule. Maintenant, voilà, tu vas jouer l'Allemagne à Munich. C'est quand même pas un cadeau. Et moi, je peux pas comprendre qu'une équipe qui vient d'être championne du monde soit pas tête de série à l'Euro. Je comprends pas ça. Je comprends pas que l'UEFA ait pas dit, bah oui. France championne du monde, européenne, tête de série, quoi. Il y a eu la Coupe du Monde 98, gagnée par la France, l'Euro 2000, gagné par la France. Là, on est sur un peu un schéma 2018, championne du monde pour l'équipe de France. 2020, tu penses que la France va gagner ? Vraiment, vraiment, vraiment ? Non, tu peux pas savoir. Pogba peut être blessé, Griezmann ou Mbappé peuvent faire les croisés, donc... Et là, c'est plus la même équipe, hein. Je pense que l'équipe de France de 98 était beaucoup plus complète, beaucoup plus mature que cette équipe. Et je pense surtout qu'à l'Euro 2000, on a eu la plus grande équipe de France de tous les temps. D'après toi, qui sera nommé après Deschamps ? Probablement Zidane. Tu le considères comme étant un bon entraîneur ? Alors ok, il a gagné 3 Champions League. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, faut quand même le faire, quoi. C'est les résultats comptent cette fois. Ah oui, non, mais de toute façon, pour un entraîneur, les résultats comptent. Mais moi, je suis pas entraîneur. Moi, je revendique le droit de me faire chier, quoi. Alors, quand je dis se faire chier avec l'équipe de France, c'est un petit peu exagéré. Mais quand je dis dans le documentaire sur Deschamps, que j'ai revu 3 fois la finale et qui me dit menteur, mais bon, moi je m'entends très très bien avec Deschamps, hein, faut pas croire. Hein. Quand on se voit, c'est toujours avec plaisir. Je pense qu'il a l'intelligence de voir qu'on parle que de foot et que ça n'a rien de personnel. Mais je maintiens que marquer 4 buts en finale de la Coupe du Monde en tapant 3 fois au but, c'est un miracle. Tu peux évoquer ta relation et tes appels avec Thierry Henry, cette intimité dans laquelle tu es rentré en tant que journaliste, en même temps en tant qu'ami. Vous parliez souvent, vous appeliez souvent. Quand il était à Arsenal, on s'appelait. Il m'appelait. Je ne l'appelais jamais. Il ne répondait jamais au téléphone. Il m'appelait 2 à 3 fois par semaine, ouais. Et ce qui étonnait beaucoup sa femme, c'est que après les matchs, j'étais la première personne qu'il appelait, avant son père et avant son frère. Est-ce que je suis ami avec Thierry Henry ? Je sais pas, parce que là, il a un peu, j'ai pas eu de contact. J'ai été à son premier match à Strasbourg avec Monaco, j'ai plus de nouvelles de lui. Puis bon, ça s'est mal passé. Je lui ai foutu la paix. Là, il est au feu de Dieu. On a eu une relation professionnelle d'une qualité incroyable. Je pense que Titi, qui connaît le football comme personne, avait une haute opinion de moi-même en termes de connaissance de jeu, qui me respectait à ce niveau-là et qui me trouvait en gros digne d'écouter sa parole. Parce que quand je dis qu'on se parlait au téléphone, c'était quand même surtout lui qui parlait. Hein. Et voilà, et j'ai vu des trucs passionnants avec lui. Puis il était excessivement drôle. Et ouais, c'est la plus belle rencontre professionnelle de ma vie, oui, clairement. Je vais t'embêter,
Pourquoi Benzema n'est pas en équipe de France? Parce que Deschamps veut pas. Parce que Deschamps ne veut pas, parce que Deschamps a eu sa maison taguée quand Benzema a dit que la France avait cédé qu'il avait cédé une partie raciste de la France pour pas le sélectionner, et que Deschamps n'a pas pardonné ça. D'autant qu'avant cela, Deschamps avait déjà un doute sur la capacité d'intégration de Benzema en équipe de France. Faut voir que ça s'est très très mal passé avec Olivier Giroud à la Coupe du Monde au Brésil. Voilà. Entre Benzema et Giroud ou... Faut regarder le 8e de finale contre le Nigeria où Benzema joue à gauche et Giroud dans l'axe, et Giroud n'a pas un ballon de Benzema du match. Donc voilà, je pense que Deschamps est convaincu que l'équipe de France fonctionne mieux en termes de groupe sans Benzema. Tu partages ce sentiment? Non, moi je pense qu'il a merdé avec dans l'histoire Valbuena. Mm-hmm. Mais que ça vaut pas de prendre perpète non plus. Voilà. Que tu sois puni 1 an, 2 ans, ok, mais pas perpète, quoi. Et qu'aujourd'hui, Griezmann, Mbappé, Benzema, ça fout la trouille au monde entier. Pas certain que Griezmann, Giroud, Benzema, Mbappé, ça fout autant la trouille. Tu penses, toi, que Deschamps a cédé à cette partie raciste de la France? Non. Ça n'a rien à voir. Non, je pense que Deschamps a été élevé à l'hôtel d'Aimé Jacquet, que Aimé Jacquet a fait la Coupe du Monde 98 en ne prenant pas volontairement Cantona, Ginola, et il a dit je vais faire la même chose. À partir du moment où ça fonctionnait, voilà, ça. Il reproduit. Il reproduit, oui. Qu'est-ce qui te met en colère aujourd'hui? Oh, plein de choses. J'ai la colère assez facile. Le jeu dur. L'arbitrage. Je sais que c'est pas bien de critiquer les arbitres. Je sais que c'est pas un bon exemple à donner aux jeunes. Mais sérieux, qu'est-ce qu'ils foutent avec la VAR? On te donne un outil supplémentaire où tout le monde voit l'apport qu'il peut avoir ponctuellement. Je dis pas à chaque fois. Et c'est comme si on me disait, ouais, mais les excès de vitesse, ça marche pas, il y a encore des morts sur les routes. Alors on supprime les limitations de vitesse. C'est complètement con comme argument. Mais je trouve qu'il y a trop d'arbitres qui se planquent derrière la vidéo. Maintenant, du coup, comme toi, on décide pas, c'est la vidéo qui décide. Ou le mec qui est dans le bus, qui a rien vu, qui a aucun ressenti. Je trouve ça. Comme le PG. L'utilisation de la VAR est un symbole de l'incompétence de l'arbitrage français. Quand on voit Real PSG avec cette faute au milieu de terrain, selon la VAR. Non, mais c'est surtout que la VAR fait se déjuger l'arbitre qui a vu et jugé l'action en temps réel. Ça qui est grave. Qui n'as-tu pas interviewé, que tu aurais voulu interviewer, que tu n'as pas eu cette opportunité? Qui t'a manqué ou tu as eu tous ceux que tu aurais souhaité? Maintenant, je dirais quand même que depuis 10 ans, je suis plus tellement dans l'interview. J'aimerais beaucoup interviewer Tourelle, que je l'avais interviewé après Montpellier PSG en fin de saison dernière. Mm-hmm. Et ça a été duré 2 minutes, mais ça avait été vraiment super. Je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc bien. J'adorerais interviewer Guardiola pour parler foot, quoi, tu vois. Tu lui demanderais quoi, Tourelle? Je lui demanderais le cheminement de son parcours d'entraîneur du PSG. On a commencé par 14 victoires consécutives. Hein. Tout le monde disait, oui, forcément, ils sont pleins de pognon. Puis on s'aperçoit aujourd'hui, ils sont toujours pleins de pognon. Ils ont déjà perdu 3 fois. Donc c'était quand même un énorme exploit d'emporter 14 matchs de championnat affilés. Avec cette calinothérapie, je prends les mecs dans les bras, je fais les poutous, je fais les câlins. Et puis derrière, je commence à être un peu plus dur avec l'histoire dont on parlait tout à l'heure de Rabiot, Mbappé, et puis là qui met Neymar sur le banc à Madrid. J'aimerais beaucoup aller explorer avec lui le cursus psychologique, parce que être entraîneur du PSG, tactiquement tu peux apporter des choses, techniquement tu peux rien leur apporter, tu vas pas expliquer à Neymar comment on fait un contrôle, ni à Mbappé comment on accélère. C'est ça, Emery, il a voulu expliquer, un joueur a arrêté l'entraînement pour expliquer à Mota comment vous allez faire une passe. T'étonnes que les mecs le prennent pour une truffe après, quoi.
À quoi tu rêves aujourd'hui? En termes professionnels ou en général? Personnel, professionnel. Personnel, je rêve de rester en vie, hein, parce que il y a une partie de moi-même qui est en sursis depuis 3 ans. Tu peux évoquer un petit peu, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été greffé du foie et du rein il y a 3 ans. J'ai été greffé à 3 jours de la mort parce que j'avais une thrombose de la veine porte et que si l'artère était complètement bouchée, j'étais inopérable. Dû à une cirrhose non alcoolique. C'est-à-dire le fait d'avoir abusé de... Le fait d'avoir abusé de graisse, de sucre, le fait aussi de la faute à pas de chance, hein, parce que oui, bien sûr. tous les obèses ne développent pas une cirrhose. Et qu'il y a des gens, aujourd'hui, je m'en aperçois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent sur les réseaux pour témoigner, qui en ont diagnostiqué une NASH et qui n'ont pas spécialement de problème de poids. Voilà, alors c'est une maladie dont je suis plus ou moins volontairement devenu l'ambassadeur, parce que c'est une maladie sourde, aveugle, où il n'y a pas de symptômes, et où quand t'es frappé, c'est trop tard, quoi. Donc il faut dépister cette maladie et essayer de la traiter, parce que si on fait rien, dans 15 ans, ce sera un fléau. Tu t'engages sur quoi aujourd'hui? T'es engagé justement, tu rends visite Ouais, la visite des malades. Alors, j'ai fait un documentaire sur Planète qui s'appelait Pourquoi nous détestent-ils, où là j'ai été à la rencontre, je suis retourné à l'hôpital Beaujon, là où j'étais greffé, j'ai vu 2 greffés, j'ai participé à un atelier de lecture de greffés, puis je vais voir les enfants malades. Là j'ai été récemment à Brest voir 4 gamins qui ont une leucémie. Voilà, je suis énormément sollicité à ce niveau-là, énormément sollicité. Je peux pas dire oui à tout, parce que si tu dis oui à tout, c'est à chaque fois qu'il y a un gamin malade ou il y a ma tronche à côté, les gens disent ok, c'est devenu Jean-Claude Brialy de la greffe. Donc faut faire des choix, malheureusement. Alors, parfois les choix ils sont aussi dictés par mon emploi du temps professionnel. Puis je peux pas dire oui à tout le monde, quoi. C'est impossible. J'ai lu que tu avais le désir de te diriger vers le cinéma aujourd'hui. Tu écris? Alors j'en ai écrit un qui parle de télé. Et là, j'avouerai que je suis un petit peu suspendu au résultat du film de Michel Denisot. Parce que si le film de Denisot est un four, il faut reconnaître que ce sera très difficile pour moi de monter ce film. Et là, je suis en pourparlers pour en écrire un deuxième. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui dans ta vie personnelle? Ma femme. J'ai une femme, qui n'est pas encore ma femme, ça va pas tarder, qui est avec moi depuis bientôt 9 ans, qui a 24 ans de moins que moi, qui est une différence d'âge que je ne sens absolument pas. Alors évidemment, les gens qui disent bien, évidemment, t'as 24 ans. Oui, voilà. Sorti aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est Pure People? Voilà. Ouais. Oui, ça c'était à Marrakech. Vendredi soir là pour le festival de cinéma. Le festival du cinéma. Ouais, alors, les gens vont me dire oui, évidemment que ça tu le sens pas. C'est toi qui as 24 ans de plus, mais non. C'est quelqu'un. C'est une fille des îles. Hein, elle est des Caraïbes. Et à ce côté hyper positif des gens des îles, qui m'a été très précieux pendant ma maladie. C'est quelqu'un qui s'est jamais apitoyé sur mon sort, c'est quelqu'un qui a jamais pleuré, elle a pleuré après. Quand j'ai commencé à marcher, quand elle m'a vu descendre l'escalier du VIP tout seul, tu vois, voilà, des choses comme ça. Puis voilà, quoi. Puis aujourd'hui, on est très heureux. Tu leur dis quoi, ces gens qui ont la critique facile sur cette relation, en se disant qu'il y a 24 ans d'écart. J'ai vu aussi que tu avais insulté un jeune homme qui avait eu des mots assez limites. Alors c'est pas qu'il avait eu des mots assez limites, il en était quand même arrivé à dire à ma femme, je sais où t'habites, je vais venir te casser la gueule. Pas à moi, à ma femme. Si c'est juste traiter ma femme de michto, je le menace pas de mort comme ça. Quand il commence à dire je sais où t'habites, je vais venir te casser la gueule, je lui ai dit viens et commande et n'oublie pas de commander la morgue. Parce que le premier qui touche à ma femme, je l'ai carrié moi-même. Le peu de force qui me reste, elle sera pour lui. Fais-moi confiance. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ? C'est con d'être en vie. D'être en vie parce que c'était vraiment pas évident.
Je suis fier d'avoir repris le CFC 3 mois et demi après. Alors que quand je l'avais dit à mes médecins, après m'être réveillé de ma greffe, ils m'avaient ri au nez. J'ai dit, vous allez voir. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Je suis moins content de mon physique, mais bon, 5 mois sans marcher à 53 ans, en perdant tous tes muscles à cause de ton foie qui fixe plus de protéines, c'est dur de s'en remettre, quoi. C'est même quasiment impossible. Pierre Ménès, ça évoque quoi pour toi Never Give Up? Parce que tu incarnes un petit peu ce mantra. Alors moi j'ai eu un slogan quand j'ai communiqué sur les réseaux sociaux pourquoi j'étais pas là depuis 4 mois au CFC et que tout le monde pensait que j'avais un cancer. Hein. C'est normal quand t'es absent aussi longtemps, pas reprocher aux gens. Et j'ai dit, allez hop, un crabe de plus. Et j'ai mis ce hashtag Rebirth. Mais Never Give Up, c'est bien aussi, quoi. C'est bien aussi. C'est devenu une marque d'ailleurs, Rebirth. J'ai fait un t-shirt qui a pas mal marché d'ailleurs avec une marque, mais j'en fais pas un business non plus. Je l'utilise lorsque je fais un tweet ou un message pour là dans 10 jours je vais fêter mon 3e anniversaire de greffe, donc t'auras droit à un petit coup de Rebirth, ouais. Que ferais-tu différemment dans ta vie aujourd'hui? Je surveillerais plus mon poids quand j'étais plus jeune, ouais. On t'a pas connu plus jeune. Bon, tu te caractérises comme ayant un poids. Tu te caractérises comment d'ailleurs par rapport à ce poids aujourd'hui? Aujourd'hui? Ouais. Ça va. Aujourd'hui, ça va. Je suis déjà même au niveau des filles, je ne suis plus ce qu'on appelle un obésité morbide. Je l'étais avant. Donc non, aujourd'hui ça va. De toute façon, les médecins m'avaient prévenu, parce que quand je suis tombé malade, je faisais 140 kilos. 1 mois et demi après la greffe, j'étais à 88, et j'avais dit au Toubib, ce serait chouette que je reste à 2 chiffres. Ils m'ont ri au nez. Ils m'ont dit, vous allez remarcher, votre foie va refonctionner, vous pouvez faire ce que vous voulez, bouffer ce que vous voulez, vous reprendrez 30 kilos. J'ai repris 30 kilos, donc aujourd'hui je tourne autour de 120. Ça va. Et jeune, tu avais déjà tu étais sur un. T'as toujours. Ouais, la fracture du fémur que j'évoquais aussi n'a pas arrangé, quoi. Qu'est-ce que tu as déjà fait sous contrainte? Professionnellement, pas grand-chose. La contrainte, c'est pas mon point fort. Hein. C'est toujours les gens qui me disent mais vous pouvez vraiment me dire ce que vous voulez à Canal? Et je dis mais soyez logiques, ils sont venus me chercher pour ça. Ils sont pas venus me dire pour me dire boucle là, quoi. J'ai jamais été censuré, jamais. C'est contre-productif de m'embaucher pour me censurer. Ou alors je suis tellement important qu'il faut pas que je sois ailleurs, ça n'a pas de sens. Est-ce que tu as un mentor? Non. Je réfléchis en disant ça, non. Est-ce que tu admires quelqu'un en particulier? Oh, j'admire plein de gens. J'admire Magic Johnson, j'admire Roger Federer, j'admire Safet Suzik, j'admire Sacha Guitry, j'admire Pierre Lescure, j'admire Dominique Farrugia. Oui, j'admire plein de gens, oui, mais pas au point de dire mentor, quoi. Quelle est l'erreur que tu répètes continuellement? Je suis encore surpris de parfois mal m'exprimer. Alors que je pense être un professionnel de la com quand même, hein, depuis le temps. Le contraire serait un peu inquiétant, mais j'arrive parfois à mal exprimer mes idées, comme lorsque j'ai parlé du racisme anti-blanc. Là, j'ai merdé. J'ai pas merdé par rapport à ce que je pense. J'ai merdé dans ma façon de l'exprimer. Mais ce qui est rigolo, c'est que les gens qui te le reprochent, par exemple, là je vais faire les grandes gueules le 12, je suis pas à peu près sûr qu'ils vont me parler de ça, mais je vais leur dire, mais regardez vous, le nombre de fois où vous dérapez. Vous faites du direct, le direct c'est pas facile, tu vois. Et effectivement, j'avais une idée que je voulais développer à ce moment-là sur le fait que il faut pas croire que pour les petits blancs qui habitent en banlieue, c'est très difficile de pratiquer le football et pas forcément toujours pour des histoires de niveau. Le racisme appartient uniquement aux Noirs et aux Arabes?
Ah bah non. Mais c'est pas parce que tu dis qu'il y a du racisme anti-blanc que tu nies qu'il y a d'autres formes de racisme. Évidemment. Mais moi, quand j'entends Rokhaya Diallo, qui elle peut s'exprimer autant qu'elle veut, hein. Zemmour, c'est l'antéchrist, mais Rokhaya Diallo, elle peut déverser son truc, crème, ça passe. Moi, il faudra qu'on m'explique un jour la différence entre les deux. Mis à part qu'ils sont évidemment pas d'accord sur rien. Mais quand elle dit que le racisme, c'est quelque chose juste d'historique, tu leur dis, mais alors, 4 noirs qui attendent un blanc dans la rue et qui lui démontent la gueule parce qu'il est blanc. C'est pas du racisme. Non, c'est de la délinquance. Ah ouais, là on joue sur les mots graves quand même. Tu vois. Mais voilà, moi, là, l'autre erreur que j'ai eue, c'est de prendre l'exemple de mon fils, parce que les mecs en ont conclu, ouais, ben son fils il jouait pas parce qu'il est nul. Mais alors déjà, là aussi, là où je me suis pas bien exprimé, c'est quand cette histoire s'est passée, mon fils avait 12 ans, aujourd'hui il en a 27, donc il n'a pas grand chose à foutre déjà lui. Mais la question était même pas de jouer, la question c'était d'aller tranquillement à l'entraînement. C'est-à-dire qu'au bout de 3 entraînements au club de Torcy, qui est un très bon club de la région parisienne, mon fils a dit « Papa, j'y vais plus ». Je dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Papa, ils me disent pas bonjour, ils me passent pas la balle, ils m'engueulent, et ils prennent pas la douche avec moi. » Donc il s'est mis au basket, où il jouait également avec des Noirs et des Arabes, et ça se passait nickel. Donc, voilà. Et quand j'ai dit ça, et qu'évidemment je me suis fait insulter partout, insulté dans des propos en plus qui en plus donnaient raison à ce que je disais, tu vois. J'ai aussi reçu des centaines de messages de mecs qui me disent bah vous avez raison, moi j'étais en banlieue, je pouvais pas jouer parce qu'ils m'appelaient Blanche-Neige. Ça vient d'où, d'après toi, ce pseudo-racisme? Est-ce que pour moi, je dis pas que pour moi le racisme c'est une majorité qui opprime une minorité. Si la majorité, elle est noire ou arabe, et que la minorité est blanche, ils reproduisent les mêmes schémas. C'est pas plus compliqué que ça. Mais évidemment que le racisme des blancs envers les noirs et les arabes, il est à la fois insupportable et fréquent. Mais je pense que c'est être malhonnête que de nier que l'inverse existe aussi. Et en plus, on parle quand même d'un secteur, le football, où je voudrais bien qu'on me dise, à part le rap, quel secteur d'activité où la communauté noire et la communauté maghrébine est aussi bien représentée. Ah bon? Et ce qui est curieux, c'est qu'après cette intervention à la télé, Lilian Thuram m'a appelé. Alors il m'a appelé pendant la finale de l'US Open entre Medvedev et Nadal, donc ça m'emmerdait un peu, mais bon, la conversation d'abord était super intéressante, super enrichissante, de très bon niveau et très cordiale. Vous êtes dit quoi? Mais lui, il a expliqué, machin, mais je veux dire, le problème de Lilian, c'est qu'il ramène beaucoup ça au niveau des joueurs. J'ai dit, mais moi, mon fils, il demandait pas à jouer en équipe première à Torcy. Je savais très bien qu'il avait pas le niveau pour jouer. Il demandait juste de s'entraîner avec ses copains. Voilà, de pratiquer un loisir. J'ai dit, mais le football français, il est aussi malade de cette préférence, j'allais dire, pas ethnique, mais bon, on sait que derrière Patrick Vieira, la mode a été au grand milieu de terrain, plutôt d'1m90, costaud, si tant est que Patrick Vieira n'a jamais été costaud, noir. Et c'est d'ailleurs quand il y a eu l'histoire des quotas avec Laurent Blanc, lui, il voulait orienter un petit peu la formation française vers des joueurs un petit peu plus petits, un peu plus techniques. Je rappellerai quand même qu'il y a 12 clubs de première division qui ont recalé Antoine Griezmann. 12. Parce qu'il était petit et chétif. Pas parce qu'il était blanc, mais parce qu'il était petit et chétif. Pour faire un comparatif, bon, je ne ressens pas la conversation sur moi. Gamin, je suis originaire de Charleville-Mézières, Sedan. Ah ouais, tu vois, donc dans la souffrance, quand même. Et j'étais en minime. Je me retrouve à faire la sélection Ardennes. Je marque 10 buts. Voilà, moi, je suis l'époque Papin. J'adorais Papin. Je faisais les papinades, etc. Et je ne suis pas pris, soi-disant,
parce que il est bon, mais trop petit. Alors la personne était petite aussi. Hein. Et il s'est avéré que cette sélection Ardennes a été 100% blanche, si on peut dire ça comme ça. C'est le hasard, hein. Mais ou pas. Mais c'est ça aussi, c'est que aujourd'hui il y a plusieurs racismes. C'est juste de l'accepter et ça existe. Bien sûr que le racisme anti-blanc existe, anti-rebeu, anti-noir, J'ai jamais prétendu autre chose. Hein. Oh, je dis pas le contraire. On fait encore deux petites questions. Aujourd'hui, tu as l'impression de donner du sens à ta vie ? Oh, tu m'en poses des questions cons. Ouais, je te fais chier. Je me fais un peu chier, ouais. Non, ouais, enfin... Tu sais, moi, il y a un truc, c'est que je suis bien conscient que je ne parle que de foot et qu'au fond, ça n'a aucune importance. Je parle d'un truc qui, pour l'écrasante majorité des Français, est un loisir. C'est pour ça que parfois, lorsque certaines de mes interventions soulèvent des torrents d'indignation, voire de haine, je dis, mais mec, pétez un coup, quoi, tu vois. L'autre jour, j'ai dit que Toulouse était un stade de mort. Je suis désolé, c'est un stade de mort. Alors la vérité, elle fait pas toujours plaisir, mais calmez-vous, quoi, les gars, calmez-vous. C'est une passion en France en même temps, donc on le vit de façon passionnelle. Enfin, certains Français la vivent comme une passion, pas tous quand même. Dernière question qui va t'embêter. Quel est le rôle de la chance dans ton parcours, que ce soit professionnel ou dans ta vie personnelle ? Il est central aujourd'hui ? Dans ton malheur, tu as eu de la chance aussi de pouvoir être greffé, par exemple ? Bien sûr, parce qu'il y a tellement de gens qui ont dit que j'avais reçu un traitement VIP. J'ai envie de leur dire, si j'avais reçu un traitement VIP, j'aurais pas été greffé à 3 jours de la mort, j'aurais été greffé 3 mois avant, hein, parce que moi j'ai été greffé, quand j'ai été inscrit sur la liste de greffe, le 12 juillet 2016, on m'a dit vous serez greffé dans les 6 mois, puisque foie, rein, vous êtes prioritaire. J'ai été greffé le 12 décembre, 6 mois, jour pour jour. Mais j'aurais été greffé 3 mois avant, je m'en serais mais infiniment mieux remis. Je jouerai encore au tennis aujourd'hui, ce qui n'est plus le cas. Donc je pense pas qu'un mec qui soit sur une liste VIP, il attende de passer à 3 jours de la boîte pour être greffé. Donc oui, là évidemment, mais même si j'ai été greffé à 3 jours de la mort, c'est évidemment encore plus une chance inouïe. La chance que j'ai eue aussi, c'est de quitter l'équipe pour aller à Reims, parce que c'est ça qui m'a permis de déclencher ma carrière avec M6 puis Canal. Donc ça, oui, mais je pense que dans tout parcours, il y a de la chance ou de la malchance. Mais globalement, je me plains pas. Je te laisse la main sur le podcast. Tu peux ajouter ce que tu veux. J'ai déjà beaucoup dit. Hein. J'ai déjà beaucoup dit. Parfois, il y a une forme de... Parce que je suis très présent sur les réseaux sociaux. Il y a 2,5 millions de gens qui me suivent sur Twitter. Et je suis parfois lassé par la bêtise et l'agressivité des gens. Et parfois, je réponds très mal aux gens. Hein. Je le sais. J'en envoie régulièrement chier certains parce qu'il y a un moment donné où l'humour, le second degré... quand tu parles à des cons, le second degré, ça marche pas. Hein. Déjà, le premier, c'est compliqué. Donc, il y a des moments où je me dis, pourquoi t'arrêtes pas, quoi. Puis je me dis... Et puis, quand je me dis ça, je me souviens du moment où j'ai annoncé que j'étais malade. Et que là, pendant 2 mois, Twitter n'a été qu'amour. Et ça m'a tellement touché que... c'est un petit peu comme avec Canal, tu vois. Quand je dis, moi je serai à Canal tant que Canal me mettra pas dehors, les gens me disent, ouais, attends un peu que Mediapro ou Bein, machin, te propose un pont d'or. Je dis, non, vous me connaissez pas. Vous me connaissez pas, il y a des gens à qui je voue une reconnaissance éternelle depuis ce que j'ai vécu. Des médecins, notamment un médecin qui me faisait mes ponctions parce que je faisais de l'acide et qui venait sur ses jours de repos me ponctionner
Et aujourd'hui, il vit dans les îles, donc j'ai plus de contact avec lui et ça me manque beaucoup. Pierre Ménès, merci beaucoup pour cet échange. Je recommande ton livre « Mon dictionnaire engagé du foot » chez Plon. Parlez du podcast autour de vous. Merci de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt.